Cette émission vous est présentée avec la participation de Pritel. Bonjour à tous et bienvenue sur le Rendez-vous Tech, le podcast bimensuel où on parle technologie, internet et gadgets. Nous sommes en octobre 2012 et c'est l'épisode numéro 97. Bonjour à tous et bienvenue sur le Rendez-vous Tech, le podcast bimensuel où on parle technologie, internet et gadgets. Il y a quelqu'un qui souffle dans son micro, je crois que c'est Olivier. Nous avons donc plusieurs invités fort sympathiques pour cette émission. Nous allons vous parler principalement du mouvement des pigeons, essayer de démêler un petit peu ce qui s'est passé la semaine dernière et de vous expliquer où on en est et on l'espère, où on est en train d'aller, ou vers quoi ça se dirige. Mais donc, comme moi, je ne suis pas forcément le plus grand expert qu'il y ait sur le sujet, j'ai invité une équipe de choc qui va, je l'espère, nous donner un éclairage varié, on va dire, sur cette histoire. On commence par Olivier Bernasson, qui est le fondateur de pêcheur.com et qui a été assez actif en périphérie du mouvement. Je ne sais pas comment dire, Olivier, en périphérie dans le mouvement. Non, alors dans le mouvement, non, pas à proprement parler, même si j'ai relayé des tweets, j'ai discuté avec des gens qui sont au cœur du mouvement et ça continue parce que on va dire que je suis un sympathisant. Voilà, que je comprends ce mouvement, je sympathise, mais que dès le départ, j'ai considéré que la manifestation d'entrepreneurs, quand bien même elle serait une manifestation 2.0, c'était pas forcément le bon moyen d'aller là où on voulait aller. D'accord. Bon, bah écoute, tu vas nous parler de ça. Peut-être un tout petit mot pour te présenter à la communauté, s'il y a des gens qui ne te connaissent pas, ton parcours en quelques mots. Oui, alors je fais partie des dinosaures d'Internet puisque j'ai 52 ans, donc déjà rien que ça pose un peu. Oui, ça pose le personnage tout de suite. Et puis j'ai commencé à travailler sur Internet assez tôt, à partir de 97, et on a créé le site pêcheur.com avec Pierre Ourliac en 2000. C'est devenu ensuite, en 2002, on a fait une place de marché pour essayer de trouver quelques sources de financement. Et puis en 2004, on a monté la société sur laquelle on est toujours aujourd'hui. Et pêcheur.com est le site de e-commerce leader en France et on attaque aujourd'hui l'international pour tout ce qui a trait à la vente d'articles de loisirs nature avec pêche, chasse, camping, randonnée, etc. Donc voilà. Clairement un profil entrepreneur en tout cas. Oui, puisque écoutez, on n'a pas démarré dans un garage parce qu'on n'en avait pas. On avait un grenier sous la main, donc on l'a pris. Et voilà, on a démarré entre nous et aujourd'hui on est une quarantaine de personnes, donc on a créé quand même pas mal d'emplois. C'est une vraie société, quoi. Vous n'êtes plus en mode start-up, quoi. Non, on n'est plus en mode start-up, on est en mode grown-up. D'accord. Corben, qui est là aussi, qui a eu la gentillesse de te présenter à moi pour cette émission. Donc, merci du contact, Corben. De rien. Qu'on ne présente plus, effectivement. Donc, juste bonjour, Corben, comment vas-tu ? Bonjour, ça va, ça roule. Je précise que tu as toi aussi eu une réaction assez vive quand on a entendu le projet du loi de finances et les problèmes que ça poserait en théorie aux entrepreneurs. Et c'est par ce biais que moi j'ai été mis en contact la première fois avec le mouvement des pigeons. J'ai vu passer leur communiqué, etc. Et du coup, j'ai relayé, tout simplement. C'est pas, ça va pas chercher plus loin. J'ai juste relayé. Bon, après, c'est vrai que ça a été pas mal repris. Mais bon, à part ça, voilà, j'ai pas non plus, comme Olivier, je suis pas dans le truc de base. Non, j'observe un peu. Mais j'ai relayé aussi parce que je suis entrepreneur aussi.
Bah, moi, je suis un petit peu dans la même position. J'ai eu avant de parler de tout ça, présentons tout de même notre dernier invité, Adrien, qui est là, qui nous a été prêté par Polygeek. Salut. qui fait. Alors, je caricature un tout petit peu, mais donc tu es notre gréviste furieux d'extrême gauche. Notre Mélenchon. C'est ça. Je suis là pour faire du ball trap. Bon, je vais essayer quand même d'être assez fair-play parce que c'est vrai que si on doit assigner des places un petit peu, tu es celui qui est le plus à gauche de nous tous et en tout cas, comment dire, le moins, je veux pas dire le moins entrepreneur, mais on a tous des profils un petit peu concernés par cette loi de finances, en tout cas adverse à la loi de finances. Toi, tu es de l'autre côté, on va dire. C'est ça. Voilà. On peut dire ça comme ça. Bon, après, j'ai des réserves aussi là-dessus. Hein, mais... Bien sûr, mais on va en discuter. Mais bon, il va quand même falloir pas trop être méchant parce que j'aime bien les débats quand même équilibrés, généralement. Ouais, mais on est. Ça, 3 contre 1, là, c'est. Oui, on est intelligent, on va pas se battre. Donc je vais essayer de rester un petit peu neutre, sauf quand je préciserai que c'est mon opinion pour essayer de. Mais bon, en même temps, ça va pas être. C'est l'idée de ce sujet n'est évidemment pas de faire le combat entre les pros et les antis. C'est plutôt de faire de l'explication et de comprendre pourquoi certains sont pros et pourquoi certains sont anti. On va pas faire dans le trash podcast. Enfin, c'est pas le but. Et donc, je le disais, Adrien, tu es chez Polygeek, qui est une émission politique sous éclairage tech, un podcast que j'apprécie beaucoup d'ailleurs. C'est ça. Et donc, je te remercie d'être là avec nous aujourd'hui. Merci pour l'invitation. Un dernier remerciement à Cédric Bonnet qui est derrière les manettes pour nous proposer ce live sur YouTube. Donc on est passé de Ustream à YouTube il y a quelques temps et maintenant on fait pas mal de live sur YouTube directement et donc on remercie Cédric qui s'occupe dans l'ombre de gérer tout ça, d'afficher toutes les belles images, de gérer la technique derrière et on le remercie forcément énormément. Et on salue aussi les gens de la chatroom qui sont là avec nous pour nous dire quand on dit trop de bêtises et nous signaler quand il y a des soucis dans nos raisonnements. Je suis sûr qu'ils ne s'en priveront pas. Donc, le cœur du sujet. J'ai, comme je le disais tout à l'heure, vu passer un article chez Corben qui s'est finalement retrouvé dans le Figaro au bout de quelques jours avec Olivier. Ouais, oui, c'est moi qui me suis retrouvé dans le Figaro, c'est pas. Oui, pas l'article. Oui, bien sûr. Alors que bon, ils m'ont même pas demandé, hein, sinon j'aurais refusé. Mais ils ont dit quoi ? Ils ont dit voilà. Non, mais ils ont repris juste une petite phrase d'accroche que j'avais mis avant de mettre le communiqué et voilà quoi, basta. D'accord. Et pour ma part, je l'ai vu sur ton site. Et alors peut-être. Bon, avant de se lancer dans l'explication, j'ai eu moi aussi une réaction un petit peu sanguine. Ce projet de loi me paraissait injuste et donc j'ai écrit un billet un petit peu long sur Google+ et Facebook pour exprimer mon désaccord, on va le dire comme ça, avec cette idée selon laquelle la vente, je schématise, hein, et je vais certainement dire des bêtises, mais la vente d'une entreprise serait soumise au même taux de taxation, d'imposition, que à un taux de 60%, qui me paraît, moi, excessif, mais pour moi, le taux d'imposition me paraît excessif. Disons que je pense que par principe, on ne devrait pas imposer au-delà de 50%, quelles que soient les circonstances, a priori. Donc, déjà, je suis un petit peu dans une certaine partie de cette réflexion, une certaine partie de la population sur cette réflexion. Ouais, c'est le seuil psychologique. J'ai un peu le même que toi. C'est ça. Disons que je me dis, sur le principe, au-delà même du fait qu'un entrepreneur va travailler dans les conditions qu'on connaît et va accumuler du travail sur un certain nombre d'années dans des conditions parfois difficiles. On parle des petits entrepreneurs, hein, bien sûr. Au-delà de ce fait-là, la taxation, disons, l'idée de se dire je garde la moitié pour moi et je donne la moitié au maximum, si ça va au-delà, ça me paraît un petit peu trop. Mais bon, ça c'est juste pour exprimer là d'où je viens. Maintenant, pour
repartir sur des bases de l'explication, je vais peut-être te demander, Olivier, de nous expliquer d'une part ce projet de loi, puisque c'est encore un projet aujourd'hui, ce projet de loi de finances, et en particulier, évidemment, le point qui t'a fait réagir et qui a créé ce mouvement des pigeons qui a eu énormément de succès très vite, et j'imagine que tout le monde en a entendu parler. Donc d'où ça vient tout ça ? Alors, ça vient donc du projet de loi de finances 2013 qui a été dévoilé au Conseil des ministres du 28 septembre dernier, donc ça devait être vendredi dernier, pas le dernier vendredi, le dernier vendredi du mois de septembre. C'est ça, il y a une dizaine de jours au moment où on enregistre cette émission. C'est ça. Et quand ce projet de loi de finances a été dévoilé au Conseil des ministres, Jean-David Chamboredon, qui est un capital risqueur bien connu, donc un investisseur qui dirige le fonds des entrepreneurs Internet Isaïe, a écrit un article dans la Tribune, et c'est dans cet article que la plupart des entrepreneurs ont découvert les grandes lignes de ce projet de loi de finances. Donc effectivement, le projet, les grandes lignes, le principe de base, c'était pas une surprise, c'était d'aligner la taxation du capital au même niveau que le travail. Mais ça, c'est un principe philosophique de base. Après, dans les détails, il y a des implications et des niveaux qui bien évidemment posent des problèmes autres que de se dire simplement on fait payer des gens qui ont de l'argent. Ce en quoi personne ne peut contester ça aujourd'hui, et je crois que personne ne le fait. C'est pas tellement sur ce niveau-là que tout est parti. Je pense que Excuse-moi Olivier, je fais juste une précision pour ceux qui demandent dans la chatroom. C'est devenu un podcast sur l'économie. Évidemment, la raison, il dit ça en plaisantant, je suis sûr, mais évidemment, la raison pour laquelle on en parle si spécifiquement, c'est que cette loi toucherait le monde de l'entrepreneuriat en France et pourrait le rendre moins attractif pour des investisseurs et pourrait vider. Ce côté impulse, ça, c'est effectivement que des choses qui pourraient être cohérentes pour l'ancienne économie deviennent très très dommageables pour des entreprises dans lesquelles il faut aller très vite. C'est-à-dire qu'en fait, dans ce projet de loi, on nous dit bien évidemment qu'on va monter le niveau de taxation du capital à des niveaux jamais atteints, puisque c'est le cas. On était jusqu'à maintenant en France à 34%, alors que partout ailleurs, on est à 28%. Donc, on était au-dessus de la moyenne, 28 étant une moyenne. Et là, on va le porter dans beaucoup de cas à 60% ou au-delà de 60%. Sachant qu'en plus de ça, taxer le capital signifie taxer de l'argent qui a été déjà imposé en amont. C'est-à-dire que quand vous mettez, vous, de l'argent dans une entreprise, c'est de l'argent qui vient de vos revenus, sur lequel vous avez déjà acquitté de l'impôt sur ces revenus. Donc, de la même manière, quand l'entrepreneur a des bénéfices qui restent dans l'entreprise et qui décide de les laisser dans l'entreprise, il en fait une potentielle plus-value sur lequel il a déjà payé des impôts et sur lequel il va repayer. Même si on met de côté toute la problématique de dire est-ce qu'il faut taxer des gens qui gagnent beaucoup d'argent ? On va laisser ça de côté et se dire simplement, on est aujourd'hui dans une économie qui a besoin d'aller vite, notamment tout le numérique, les biotech, tout ce qui est porteur d'emploi. Excuse-moi Olivier, ton micro frotte un peu peut-être sur un vêtement ou quelque chose, donc ça fait un peu de bruit si tu peux. C'est le micro de l'iPhone. Ouais, c'est ça, je le connais bien. Je disais, on a donc aujourd'hui une économie qui a besoin d'aller vite. Il faut se dire qu'il y a 6 ans, Facebook balbutiait, Deezer n'existait pas. On a appris hier la plus grosse levée de fonds pour une société française. Deezer n'existait pas. Et on nous propose un projet
où on incite les gens à rester, les entrepreneurs, on les incite fiscalement à rester 12 ans dans leur entreprise pour revenir à un niveau d'imposition tel qu'il était avant ce projet de loi de finances. Or, 12 ans, pour des sociétés numériques, c'est juste un siècle. Si on regarde calmement des cas qui sont autour de moi ou ce que j'ai vécu moi-même, on fait rentrer du capital investissement pour pouvoir aller vite, pour recruter, pour créer des emplois, pour faire grossir une entreprise. Tout ça, c'est des cycles qui durent 3 ans, 4 ans, 5 ans. Allez, allons jusqu'à 7 ans, avec éventuellement 2 tours de table. Et tout ça permet à l'entreprise de se développer très vite. Et ça permet à l'entreprise de se développer très vite parce qu'il y a des gens qui amènent de l'argent pour ça et qui en attendent un retour sur investissement. Et si ce retour sur investissement, il est taxé à 60%, la prise de risque, parce que c'est une prise de risque, il faut savoir que des sociétés de capital investissement, sur 10 projets sur lesquels elles investissent, il y en a un qui se passe très très bien, il y en a 2 qui se passent à peu près bien, il y en a quelques-uns sur lesquels c'est match nul, et tout le reste, c'est de la perte. Et donc, le gros danger, c'est que si on a effectivement une taxation lourde, ça soit pas que l'argent rentre plus à la sortie, mais qu'à l'entrée, il n'y ait plus d'argent qui soit donné aux entreprises pour qu'elles développent leur activité, parce que simplement, comme le jeu n'en vaut plus la chandelle, quoi. C'est le danger. C'est une vraie incitation à aller porter le capital sur des endroits où il y a moins de risques et on est sur du long terme pour fiscaliser. Donc, de l'immobilier, par exemple. Mais alors, le mouvement qui s'est créé a été extrêmement vif, il a pris comme un feu de paille, et oui, il s'est répandu comme un feu de paille, et il a vraiment suscité les passions. Ça a été très très vif, et les gens, peut-être de manière... Alors, je ne sais pas si c'est exagéré ou pas, mais les gens criaient à la mort de l'innovation et de l'initiative en France. C'était que l'entrepreneuriat serait assassiné par cette nouvelle régulation de la taxation. Est-ce que c'est vraiment le danger ou est-ce que c'est exagéré ou... Il y a du vrai à tous les niveaux, c'est-à-dire que il faut d'abord remettre ça dans le contexte européen dans lequel on se trouve. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il est très facile de monter et très légal de monter une société en Belgique, en Angleterre et partout ailleurs en Europe. Il y a une libre circulation en Europe et ça n'est pas compliqué et ça n'est pas illégal. Entre parenthèses, en Belgique, si j'ai bien compris, ils ont 0% de taxation, c'est ça ? C'est ça. Donc entre 60% en France et 0% en Belgique, certains deviennent un peu moins patriotiques. Oui, c'est sûr. Donc, mais ça aussi, laissons ça de côté. L'Europe, c'est un facteur et on peut comprendre que certains se posent la question. Il faut aussi voir que ça a été j'allais dire la cerise sur le gâteau, mais l'étincelle, c'est-à-dire que depuis longtemps, ça ne date pas du changement de gouvernement bien évidemment, mais les entrepreneurs ont l'impression que voilà, la culture entrepreneuriale en France est souvent mal comprise et c'est pas normal, c'est pas un sport national. Quand on rentre un peu dans les détails, qu'à l'école, on nous raconte assez mal le monde de l'entreprise. En tout cas, on nous le raconte sur des angles qui sont légèrement biaisés, et que du coup, on a un vrai problème en France pour arriver à comprendre qui sont les entrepreneurs, que ce ne sont pas des patrons du CAC 40. Il faut arrêter ce qu'on a eu pendant plusieurs mois, pendant la campagne électorale et encore après, des attaques contre les entrepreneurs, encore dernièrement avec l'histoire de Bernard Arnault partant en Belgique. Je veux dire, il y a 3,5 millions d'entrepreneurs en France. Il y en a plus de 80% qui sont de la classe moyenne et il y en a même qui galèrent beaucoup plus que des salariés.
Donc, il faut arrêter avec ces clichés d'entrepreneurs millionnaires ou milliardaires qui se lèvent le matin en se disant où ils vont se délocaliser. Il y a effectivement cet autre point sur lequel on peut arriver, qui est l'idée que la plupart des entrepreneurs, et sans doute particulièrement dans le milieu de l'innovation technologique, sont des gens qui mettent leur tripes dans leur projet et qui vivent pendant plusieurs années, qui souvent n'arrivent pas à en vivre bien, qui en vivotent. Et c'est vrai que du coup, si en plus de ça, on se dit, je vais manger des pâtes pendant 6 ans avec l'incertitude, une sorte d'épée de Damoclès de est-ce que je vais y arriver, est-ce que je vais pas y arriver pendant des années, et qu'en plus de ça, au bout du compte, je vais devoir donner une immense partie de cette richesse que j'ai réussi à construire en suant sang et eau. Je pense qu'effectivement, c'est de là que vient ce malaise profond. On se dit vraiment, mais du coup, c'est pas la peine. Je vais simplement, s'il n'y a aucun avantage, je vais aller dans l'entreprise de Monsieur Tartampion, comme tout le monde, faire mon petit boulot qui a la sécurité, qui est pas tranquille, mais je veux dire qui est plus facile que de se lancer dans une aventure incertaine. Et voilà, et de cette manière-là, on peut comprendre qu'effectivement, ça ne favorise pas l'initiative entrepreneuriale. Oui, c'est ça, mais pas seulement, parce qu'on peut aussi se dire que tous les entrepreneurs ne montent pas une entreprise pour devenir riches. C'est pas le moteur. Quand c'est ce moteur-là qui est au départ, en général, ça se passe pas comme ça. Quand je dis la richesse, c'est pas les millions, mais c'est le fait de dire que, excuse-moi, je t'interromps, mais si tu construis une entreprise, que tu as pris beaucoup de risques et que ça marche, même si tu réussis à en tirer, disons, quelques centaines de milliers d'euros, il faut prendre ce calcul. C'est pas qu'un jour tu te réveilles et comme ça, tu as du jour au lendemain énormément d'argent qui te tombe dans les poches. C'est le travail de plusieurs années, de 5-10 ans, qui se concrétisent. 5-10 ans pendant lesquels tu n'as pas forcément vécu bien. Donc, tu n'as pas pris de vacances et oui, t'es pas payé, quoi. Je pense à toi, Corben, je pense à ce qu'on fait nous chez No Watch, par exemple. Il y a effectivement une partie de No Watch qui aujourd'hui, pour construire ce projet, sincèrement, a du mal à plus que du mal à joindre les deux bouts à la fin du mois. Mais pardon, excuse-moi Olivier, je t'ai interrompu pour faire cette précision. Dans le contexte, c'est exactement ça. C'est-à-dire que c'est quand on est entrepreneur et qu'effectivement on traverse les moments difficiles et délicats que tu décris et que tous les entrepreneurs, quelle que soit leur taille, ont traversé à un moment donné, les problèmes avec les banquiers, les problèmes avec le RSI, ça, Corben, il connaît bien. Ouais. Les problèmes avec la famille, parce qu'il faut sacrifier du temps, des tas de choses à l'entreprise. Donc, il y a un moment où le petit rêve qui est au bout, qui est le rêve du succès, de la réussite, on l'appelle comme on veut, même si c'est pas le but du départ et même s'il sera jamais atteint, le fait qu'on vous dise dès le départ, ça ne sera pas possible de toute façon, si tu y arrives, on t'en prendra la plus grosse partie. Ça démotive, on va dire. Ça démotive, ça démobilise. Et puis, c'est juste encore le signe d'une non-reconnaissance du travail de ces entrepreneurs qui créent des emplois, qui travaillent. Alors, bien évidemment, on n'est pas les seuls à travailler. C'est facile pour personne. Et il y a même des tas de professions sur lesquelles c'est sûrement encore plus difficile. Mais le débat n'est pas dans le fait d'opposer telle ou telle catégorie de la population. J'ai lu à droite et à gauche, c'est une phrase qui a été reprise plusieurs fois dans la semaine. Oui, mais quand même, il vaut mieux être entrepreneur que ouvrier chez Arcelor. Oui, bien sûr, mais il vaut mieux être borgne qu'aveugle au RSA. C'est-à-dire qu'on peut toujours trouver un exemple pour opposer et dire à quelqu'un tais-toi, il y a plus heureux que toi. C'est des modes qui sont pas super honnêtes, quoi. C'est-à-dire que
Ouais, effectivement. Tenir les mêmes discours aux gens qui descendent dans la rue pour défendre des retraites, pour défendre leur paye. On peut toujours trouver un argument pour dire aux gens de se taire. Moi, j'avais un exemple qui vaut ce qu'il vaut, hein, pour cette question de le taux d'imposition. On est tous d'accord qu'il faut payer des impôts, mais cette question de 30%, 60%, 75%, il y a beaucoup de gens qui disent « Ah oui, mais… et je sais qu'on sort un tout petit peu du sujet, mais il y a beaucoup de gens qui disent « Oui, mais regarde, quand tu fais 1 million, t'as pas besoin de tout ça. Ou quand tu fais 2 millions, t'as pas besoin de tout ça, tu te débrouilles très bien avec 250 000 plutôt que… regarde, moi, je gagne 30 000 euros par an et si t'en as 250 000, tu vas pas me dire que tu peux pas vivre. Donc, autant donner le reste à l'État pour le bien de la société. » Ce que je réponds généralement, c'est que on est toujours le pauvre ou le riche de quelqu'un. Si nous qui gagnons des sommes raisonnables, disons si quelqu'un gagne, je sais pas, 25 000 euros par an, ce qui est pas non plus invraisemblable comme somme d'argent, si quelqu'un gagne 25 000 euros d'argent, il sera toujours le riche de quelqu'un qui en gagne 10 000. Et cette personne, ou même moins, disons, d'une personne dans un pays du tiers-monde qui va vivre avec 300 ou 400 euros par mois. Et cette personne va lui dire « Mais oui, mais regarde, toi, t'en gagnes 25 000, t'en as pas besoin, tu pourrais vivre avec beaucoup moins. » Bon, c'est un petit peu tiré par les cheveux comme exemple, mais c'est mon ressenti de cette stigmatisation de la richesse en France. Mais comme tu le disais très bien, Olivier, là, on ne parle pas forcément que de richesse. Il y a beaucoup de gens qui se lancent dans ces aventures pour essayer de vivre de ce ce qu'ils aiment, de leur passion. C'est notre cas pour certains d'entre nous. Et c'est vrai que c'est démotivant de se dire si, en plus de travailler et de trimer, je donne cette énorme partie de l'argent au final à quelqu'un d'autre, j'ai plus forcément envie de m'y lancer. Après, les gens, moi j'ai remarqué un truc, c'est que les gens qui sont pas entrepreneurs, qui sont salariés, se rendent pas tous compte non plus de ce que c'est, de la valeur de l'argent en fait, parce que quand on gagne une certaine somme, en fait, il faut bosser le double. Il faut bosser pour avoir le double parce que il y a travailler plus pour gagner plus. Non, travailler plus. C'est même pas travailler plus quoi. Voilà. C'est-à-dire que au lieu d'avoir une fiche de paye où net à la fin du mois, tu auras 1500 ou 2000 euros, pour pouvoir te payer ça, faire gagner 4 000, 5 000, 6 000. Enfin voilà. Donc c'est pas, on n'est pas du tout dans le même ordre de grandeur. Et les gens se rendent pas compte, forcément de ça, et surtout qu'il n'y a pas vraiment, il n'y a pas du tout de sécurité, alors pas de l'emploi, hein, mais plutôt de sécurité du marché. Voilà, ça peut, voilà, ça dépend dans quelle branche on est, mais ça peut se casser la gueule du jour au lendemain. Vaut mieux mettre des billes de côté. Et puis même chose, quand on n'est pas tout seul en entreprise, en général, le chef d'entreprise, en tout cas de start-up, a besoin de payer ses salariés, ses serveurs, tout un tas de trucs avant de se payer lui. Et au final, il lui reste pas grand-chose, quoi. Ouais. Il travaille entre 70, 80, 90 heures par semaine. C'est 7 jours sur 7. Et c'est pas une légende. Hein. Mais c'est aussi parce qu'il aime ça et que il fait quelque chose sur lequel il dort pas la nuit. Moi aujourd'hui, où la boîte va bien, je suis préoccupé en permanence par des problèmes humains, par savoir ce qu'on va faire demain, des choix stratégiques, des relations avec les banquiers, voilà. Donc, je crois qu'on peut dire sans exagérer et sans tomber dans la caricature, et puis on va passer à autre chose, mais on peut dire que c'est un choix de vie différent et qui effectivement est un peu qui induit forcément un peu plus de stress. Le fait d'avoir une paye à la fin du mois, tous les mois, même si c'est un boulot qui est… on a toujours le risque d'être envoyé, quoi qu'il arrive, on est surtout dans cette économie terrible, mais le fait d'être à sa… Disons qu'il y a particulièrement, moi je connais beaucoup d'autres pays et je fréquente les cultures de beaucoup d'autres pays, je ressens sincèrement, particulièrement en France, cette idée que les patrons seraient tous des pourris. Et de toute façon, ils ont tous la vie facile parce qu'ils gagnent des millions. Et c'est très caricatural. Et je suis sûr que les gens, si on en parle
sérieusement aux gens qui disent des choses comme ça en leur porte-pièce, évidemment, c'est parce qu'ils pensent au fond, mais il y a quand même cette idée diffuse qui est plus présente dans la société française qu'ailleurs. Et cette loi de finances a été perçue comme un marteau supplémentaire sur les entrepreneurs qui n'avaient pas besoin de ça dans ce contexte. Bon. Ouais, mais moi, juste pour partager un peu mon expérience, moi, quand j'ai créé, alors là, on me dit sur la chatroom, faut pas comparer les auto-entrepreneurs avec la SRL. Moi, je suis SRL maintenant et franchement, j'y suis allé les mains dans les poches, quoi. C'est-à-dire que je me suis dit, ça va être cool, etc. Et en fait, j'ai découvert là ce stress au fur et à mesure, quoi. Parce que je me suis rendu compte que voilà, ça marchait pas bien, qu'il fallait que je me bouge les fesses, qu'il va falloir que j'aille trouver de l'argent, hein, tout simplement, du boulot pour que ça rapporte des sous. Et du coup, là, c'est vrai que t'apprends au fur et à mesure à faire des choix stratégiques, enfin plein de trucs comme ça. Et c'est vrai que voilà, quand t'as une famille à nourrir, quand t'as des factures à payer, forcément, t'y penses tout le temps, quoi. Il y a Battu 73 000 dans la chatroom qui dit pardon, excusez-moi, c'est pas Battu, c'est Gérald H 713 qui dit non mais là faut arrêter de pleurer sur le pauvre patron qui se sacrifie pour ses employés et qui ne vit que d'amour et d'eau fraîche. Évidemment, il y a des gens qui sont très bien payés, sans doute avec un stress équivalent, et des patrons qui sont très riches et pour qui tout va bien. Mais ce genre de caractérisation du patron, oui, les patrons, tout va bien, ils sont riches et ils brassent des millions, c'est aussi vrai que de dire ah oui, mais voilà, tous les ouvriers sont des grévistes horribles qui ne veulent pas, ou tous les employés publics sont des grévistes en série qui veulent en foutre le moins possible. Enfin, c'est ça qui est. C'est ce que je disais tout à l'heure, c'est que les gens ne se rendent pas compte en fait. Enfin, Ouais. ils ont une mauvaise image. Non, mais je crois que Alors justement, dit, Adrien, de toute façon, que les patrons, tous les patrons, c'est la même chose. Enfin, tout le monde sait que les patrons des petites entreprises, typiquement, c'est des gens qui travaillent beaucoup, mais ça se rapproche peut-être presque du statut de salarié, en fait, à part le fait que t'es pas certain de ta paye de fin d'année, de fin de mois, et que t'as les responsabilités en plus. Mais au niveau du statut, et voilà, ça se rapproche plus de ça, avec en même temps quand même on va dire l'aspect que tu t'exploites la force de travail d'autres personnes, quoi, quand même, quand tu fais ça, et que ces personnes-là, tu les payes pas forcément à 100% de ce qu'ils produisent, quoi. C'est-à-dire que une personne qui produit là, je sors un peu mon discours marxiste de base. Mais je suis content parce que tu as été très sage pendant 30 minutes et on a été quand même plutôt le son de cloche du patronat libéralo-capitaliste. Donc oui, donne-nous ton non, mais typiquement, une journée de travail d'un informaticien, je sais pas exactement combien ça lui est payé, mais bon, moi, si je divise mon salaire par 20, je vois à peu près ce que ça fait. Et pourtant... Tu divises ton salaire par 20 ? Ah oui, pour une journée de travail. 20, c'est le nombre de jours de travail. D'accord, je croyais que tu étais très très bien payé en fait. Non. Je vois à peu près ce que ça fait et je pense que je rapporte plus à l'entreprise que ça. Donc voilà, donc après, c'est des choses qui sont réinvesties, etc. Donc je connais tout ce discours-là. Mais bon, il faut aussi savoir que le salaire qui est touché par les travailleurs, il est prélevé aussi de façon substantielle. Je connais pas exactement le pourcentage. Peut-être que quelqu'un pourra me le dire ici, mais... Tu veux dire les charges patronales ou les charges... Les charges patronales et les cotisations sociales. D'ailleurs, je préfère dire cotisation patronale que charge patronale. D'accord. Alors, en gros, généralement, pour des niveaux de salaire moyens, les charges le salaire net que vous touchez coûte en réalité à l'entreprise qui vous emploie le double. C'est-à-dire qu'il y a une petite trentaine de % qui part en cotisation patronale et ensuite le reste qui constitue les charges salariales, enfin les charges que vous payez, les cotisations que vous payez, et il vous reste donc vous touchez la moitié de ce que vous coûtez à l'entreprise, à peu près.
Donc voilà, après, je comprends les arguments sur oui, c'est un frein à l'innovation parce que les capital risqueurs, ils vont plus investir dans les startups, etc., etc. Mais aujourd'hui, je pense que la situation dans laquelle on est, elle fait que, enfin voilà, il y a pas que les salariés qui doivent payer la crise. Et aujourd'hui, enfin voilà, quand on voit tous les licenciements qu'il y a, etc. Alors pas forcément dans les petites entreprises, mais je pense qu'il y en a quand même, mais on en parle moins. Aujourd'hui, c'est quand même beaucoup les salariés qui payent tout ça. Et je pense qu'il faudrait que ce soit aussi un petit peu réparti, quoi. On va dire. Et alors justement, dans cette loi qui a été proposée, toi, et je rappelle que t'es pas vraiment, enfin que t'es pas de gauche-centre, t'es de gauche-gauche, quoi. Mais tout de même, dans ta vision de la chose, cette imposition, tu l'aperçois comment, cette imposition à 60% sur le capital, sur tous les bénéfices du capital, c'est-à-dire y compris les petites entreprises, les petits entrepreneurs. Moi, je trouve ça juste. Je trouve ça juste de prélever 65% même. Enfin, je trouve que c'est pas vraiment confiscatoire. Alors certes, ça fait une grosse partie qui part, mais je pense que c'est pas quelque chose de complètement absurde. Enfin voilà, typiquement quand il y a un héritage ou des trucs comme ça, on prélève aussi beaucoup. Moi personnellement, je pense même qu'on devrait prélever plus au-delà d'un certain seuil. Pour moi, c'est un peu la même chose. Bon, alors je vais sans doute me faire démolir pour avoir dit des trucs comme ça, mais non, mais on t'a invité pour que tu parles de ton opinion. Hein, en plus, j'ai prévenu. Hein, c'est clair. Mais oui, donc pour toi, le fait de prélever 60% ou plus, mais qu'est-ce que tu réponds à quelqu'un qui va dire mais ça a un effet pervers qui va être la rétention de l'investissement finalement. Je pense que bon, l'investissement, de toute façon, il y en a, et certes, il sera pas réparti forcément de la même manière. Peut-être qu'il y a des gens qui vont préférer investir à l'étranger plutôt qu'en France, etc. J'en sais rien. Mais je pense que de toute façon, enfin voilà, des technologies à inventer, il y en a. On va continuer à les inventer. Alors peut-être qu'il y aura un petit peu moins d'argent pour le faire, voilà. Mais oui, mais enfin, c'est quand même très vague ce que tu nous dis. Oui, bon, il y aura peut-être des gens qui vont partir ailleurs, mais il y a quand même. Je suis spécialiste de l'économie. Hein. Non, bien sûr, mais enfin, écoute, si tu es militant politique, c'est une question qu'il faut aborder tout de même. Ce que je veux dire, c'est que si tu dis oui, moi je veux taxer à 60%, ensuite on peut discuter des conséquences, quoi. En l'occurrence. Et j'ai perdu le fil de mon raisonnement. Il y a un truc qu'il faut savoir aussi, c'est que quand même sur l'ensemble des richesses qui sont produites, on est passé en 30 ans et quelques d'un quota en gros 50-50 entre les salariés et le capital, et qu'aujourd'hui on est plutôt à un quota 60-40, donc ça fait quand même 10 points dans la gueule des salariés qui se ressentent quand même vachement au niveau du pouvoir d'achat, etc. Et dans le discours qui est tenu bon, par les pigeons, enfin en général tout le monde, par les gens un peu de gauche sérieusement, c'est que pour les patrons c'est difficile toujours, quoi. Alors que bon. alors que non, mais continue. Alors que bon, c'est-à-dire que tu trouves que c'est pas difficile pour les patrons? Non, je dis pas que c'est pas difficile. Enfin, j'ai dit tout à l'heure quand j'ai pris la parole que voilà, pour moi le statut de patron de petite entreprise, c'était un truc qui était difficile pour les raisons que j'ai citées. Mais voilà, quand on voit que la part capital travail elle est passée de 50-50 à 60-40, c'est quand même quelque chose qu'il faut prendre en compte aussi dans les rapports sociaux et dans les charges qui doivent être payées par les uns et les autres, quoi. Oui, si je peux juste faire une petite intervention. Olivier, en fait, on t'entend pas bien quand tu commences à prendre la parole, donc insiste, trouve un moment de libre pour, si tu veux intervenir, n'hésite pas. Hein. Donc, ce que j'essayais de dire, c'est qu'il ne faut pas confondre capital et capital. C'est-à-dire que, oui, bien évidemment, le capital qui pèse le plus en plus lourd, c'est quoi ? C'est les gens qui détiennent des actions d'Apple ou du CAC 40 et qui effectivement ont des revenus du capital qui sont une rente. Ça n'a rien à voir avec les gens qui travaillent leur capital, c'est-à-dire qui ont investi dans une entreprise dans laquelle ils bossent, dans laquelle ils font bosser des gens, dans laquelle ils créent des emplois, dans laquelle ils payent de la TVA, dans laquelle ils créent de la valeur. Donc c'est ce capital qui est une rente, ce capital qui en fait produit du travail,
n'ont rien à voir. Donc le pourcentage de dire 50-50, ça a augmenté, il n'y a pas de repère là-dessus. Il faut arrêter de confondre la rente et le travail. Capital, c'est un mot qui couvre beaucoup de choses. Donc, il faut arriver à distinguer le capital qui est produit par de la sueur et le capital qui est produit par de la rente. Voilà. Donc, ensuite, dire que les patrons, ils sont bien, c'est exactement comme si moi je disais, c'est vachement cool d'être salarié parce que tu peux être malade tout le temps. Il y a du pour et du contre dans les deux statuts. Hein. Sur ces clichés, on ne sort plus. Je t'invite à venir dans la boîte dans laquelle je suis. Je pense que les gens sont heureux, ils sont bien payés. Il n'y a personne qui a des tâches non intéressantes. Et dans la plupart des entreprises modernes, les gens ont compris que le management par le bonheur était meilleur que le management par la terreur ou par l'asservissement. Donc, avec les clichés du 19e, il y a encore beaucoup de travail à faire, c'est certain, mais l'opposition entre le patron et les salariés est une fausse opposition. Alors bien évidemment, ça existe encore et je serai le premier à lutter contre, mais il faut arrêter avec les clichés. La plupart des entrepreneurs ne sont pas des patrons. Voilà. Adrien, déjà moi je suis encore un petit peu plus à droite parce que j'ai l'impression que même dans vos discours à tous, c'est un petit peu l'idée de dire oui, ça va, les entrepreneurs ça va, ils sont ok parce que c'est pas des patrons et patron reste une sorte de gros mot. Moi je me sens pas patron, non bien sûr, j'ai pas d'employé, tu vois. Enfin, non bien sûr, évidemment, mais ce que je veux dire c'est que imaginons même quelqu'un qui, oh mon Dieu, soit un patron. C'est pas forcément un ogre, c'est ce que je veux dire, et c'est quand même dans tous ces discours, on a l'impression que on excuse le fait que ces entrepreneurs aient des employés ou soient propriétaires de leur entreprise, parce que c'est pas des ouvrez les guillemets, fermez les guillemets, des patrons. Les patrons, eux c'est des méchants. Mais attention, nous on parle des gentils qui sont pas des patrons. Vous voyez ce que je veux. Moi j'ai bossé en tant que salarié pour des patrons et ils étaient pas méchants, enfin pas tous. Oui. Moi j'ai des patrons très sympas, mais Adrien, quand Olivier faisait tout à l'heure cette distinction entre le capital rente et le capital travail, est-ce que c'est quelque chose, excuse-moi, je te mets en porte-étendard de toute la gauche française, qui est très difficile, mais est-ce que c'est quelque chose qui te parle ou c'est pas un argument qui te convient, celui-là? Non mais tout le monde est d'accord aussi pour dire que la finance c'est quelque chose qui pose quelques problèmes quoi. Même Nicolas Sarkozy le disait, donc voilà. Bon, pas forcément sur les mêmes bases que moi, mais voilà. Après je sais pas dans les revenus du capital quelle est la proportion de ce qui est produit par la finance et ce qui est produit par le travail. Non, mais la théorie, disons que sur la théorie, si on disait il faut taxer le capital rente d'une manière effectivement importante et le capital travail, qui est celui de PME et de petits entrepreneurs, de manière différente, donc moins élevée, est-ce que c'est un argument auquel tu es sensible ou même là tu dis non, déjà, si on commençait à taxer les revenus financiers, ça commencerait par être bien, mais pour l'instant on ne le fait pas du tout. Donc... là c'est prévu. Hein, ouais. Ça y est, mais bon. Ok, je m'en félicite. Je voudrais tout de même qu'on parle du tournant important qu'on a eu, enfin, de ce que j'ai perçu comme un tournant important qu'il y a eu en fin de semaine dernière. Les représentants des pigeons, ou en tout cas ceux qui se présentaient comme représentants des pigeons, ont été reçus par le gouvernement, et visiblement, il y aurait eu une marche arrière du gouvernement qui serait une sorte de désaveu de cet élément de la loi. Il disait effectivement, il y a eu une erreur, je ne sais plus comment ils l'ont formulé, mais une erreur de calcul, une erreur d'appréciation. Et sur ce point précis, les choses ne vont pas se passer comme on le pensait à l'origine. Cette taxation à 60% n'aura pas lieu. Olivier, tu me disais tout à l'heure en préparation de l'émission que c'est pas vraiment le cas. Ouais. Je pense que c'est non seulement c'est pas vraiment le cas, mais je pense que c'est pas du tout le cas. Il y a eu une fausse reculade, à mon sens,
partielle, d'une part, en disant on va effectivement exonérer partiellement de l'entreprise. Donc, reste à définir le statut fiscal du créateur dans les actionnaires, à partir de quelle part de capital on est considéré comme le créateur ou pas. Donc, il y a un statut fiscal qui reste à inventer, mais ça a surtout donné un espèce de petit coup d'arrêt dans le mouvement, en séparant un petit peu ceux qui se disaient ouf, ils ont cédé, alors qu'en fait ils n'ont pas cédé grand chose, d'autant qu'on s'aperçoit que parallèlement à ça, il y a des attaques coordonnées de la presse, des syndicats, etc., qui ont tendance à mettre en avant cette reculade qui n'en est pas une, pour bien expliquer qu'il y a eu une reculade, alors que... Mais alors, en quoi la reculade, c'est le fait de sortir le statut du créateur de l'entreprise et de moins l'imposer, et si j'ai bien compris, et en quoi pour toi ça règle pas le problème en fait? Ça règle pas le problème de l'investissement, qui est le vrai fond, c'est le vrai fond du problème. C'est-à-dire que la plupart des entrepreneurs qui gagnent de l'argent avec leur entreprise, la plupart du temps, ils remettent cet argent dans d'autres entreprises. J'en ai beaucoup autour de moi, je le fais moi-même un peu. On essaie de financer des projets, et ça veut dire que ces financements, ils sont plus jouables. 3 ans après, si par hasard ça se passe bien, être taxé à 60%, encore une fois, il vaut mieux faire autre chose comme type d'investissement. Il faut arrêter d'être fou. Donc aujourd'hui, on s'aperçoit par exemple qu'un pays comme l'Angleterre a 50 000 business angels, donc des particuliers qui vont soutenir des entreprises en investissant. On en a, je crois, 8 000 en France. Donc on a un vrai problème. On avait un vrai écosystème qui, par contre, lui, s'était mis en place, c'était celui du capital risque et du capital investissement, qui fonctionne plutôt pas mal de la vie générale. Et celui-là va se casser brutalement, parce que là aussi, il va falloir être fou pour prendre des risques pareils dans des PME. Alors, après, il y a toute une série de mécanismes qui sont proposés par cette loi de finances, qui en font une usine à gaz, où à partir des années de détention mixées avec la part du capital, on va arriver à calculer l'âge du capitaine qui sera exonéré ça devient quelque chose de pas lisible, de compliqué, qui va favoriser des tas de montages, parce que, encore une fois, ce qu'il faut bien se dire, c'est que les très gros, ils sont pas concernés par tout ça. Ça fait bien longtemps qu'ils ont des structures qui font en sorte, notamment avec l'Europe autour, qu'ils seront pas touchés par tout ça. C'est bien évidemment. Oui, c'était un autre des grands arguments contre cette loi au tout début, que j'ai lu, c'est que vraiment les grosses entreprises qu'on pointe souvent du doigt, on parlait de patrons entre guillemets contre les entrepreneurs. Il est évident que les vrais patrons, ces méchants ogres, ils sont ailleurs en Europe, ou ils sont ailleurs tout court. Et les sociétés, admettons même qu'il y ait une société française importante qui pèse beaucoup d'argent, qui se fasse racheter ou qui se vende, elle aura les moyens légaux et administratifs de se relocaliser ailleurs, ou ce genre de choses. C'est pas eux que ça va toucher. C'était l'un des autres arguments sur ce sujet. Voilà, donc la reculade, entre guillemets, du gouvernement, alors qu'ils aient constaté qu'effectivement il y avait eu un bug et qu'ils aient été surpris par cette levée de boucliers Facebook, Twitter, etc., c'est indéniable. Qu'ils aient cherché et qu'ils continuent à chercher à remettre quelque chose de plus cohérent en place, c'est certain aussi. Maintenant, on est en train de quitter le débat entrepreneurial pour rentrer dans quelque chose qui est purement de la politique. Et là, ça devient très très compliqué, parce que les entrepreneurs vont avoir du mal à faire entendre leur voix. Alors aujourd'hui, les pigeons ont enfin des porte-paroles officiels.
Donc il y a peut-être ça qui va changer, parce que jusqu'à maintenant, les gens qui ont discuté, c'est des gens qui se sont mis en avant, qui ont pris beaucoup de risques, mais qui n'étaient pas des représentants officiels. Aujourd'hui, depuis aujourd'hui, il y a 2 représentants officiels. Donc Jean-David Chamboredon, qui est l'auteur, je parlais tout à l'heure, de la première tribune, et puis Olivier Mathieu, qui est le cofondateur de Price Ministère. Donc aujourd'hui, eux représentent officiellement le mouvement des pigeons. Donc on va voir s'ils vont être amenés à discuter avec les députés, avec le gouvernement, puisque c'est là que va se jouer, moi je pense, une part de l'avenir de notre économie. Oui. Bon, écoutez, espérons que les choses évoluent dans le bon sens. Je vais quand même laisser le mot de la fin, après une toute petite anecdote que je vais raconter, le mot de la fin à Adrien, qui encore une fois a été bien courageux pendant ces petites 3 quarts d'heure. La petite chose que je voudrais raconter, c'est une chose que j'ai relayée dans mon billet quand j'ai réagi la semaine dernière. C'est une expérience de psychologie sociale qui a été menée certainement dans une entreprise dans une université prestigieuse. Si vous vous souvenez du nom, ou si vous le retrouvez, venez nous le dire sur nowatch.net, sur l'article de l'émission. C'était une expérience dans laquelle on mettait 2 personnes dans 2 salles différentes qui ne se connaissaient pas, et on donnait à la première une certaine somme d'argent, disons 100 €. Cette première personne pouvait décider d'en garder une partie et d'en donner une partie à la deuxième personne. Et la deuxième personne, ensuite, était mise au courant de cette opération et pouvait décider de prendre la partie qui lui avait été attribuée par la première personne, ou, s'il n'était pas content de l'opération, de tout annuler, et à ce moment, la première personne ne récupérait rien non plus. Et je trouve que c'est un moyen très facile de comprendre que cette idée de justice est innée dans la race humaine, et c'est vraiment le but de cette recherche, et de dire que la justice aussi va dans les 2 sens, en quelque sorte. C'est-à-dire que si la première personne choisissait de garder trop d'argent, la deuxième personne, très souvent, annulait complètement l'opération, et même la première ne recevait rien. Et donc, c'est quelque chose qu'on voit bien qui marche dans les 2 sens. La première personne va vouloir en prendre quand même une partie, on va dire, je ne sais pas, 30, 40, 50, 60%. Mais si la deuxième personne n'en reçoit, on va dire, que 20%, il va dire, mais attends, le mec, il a reçu ça, que ça lui est tombé du ciel, il me file que 20%, c'est dégueulasse, il n'aura rien. Et c'est cette réaction un petit peu épidermique qui est provoquée par le sentiment de besoin de justice. Que je trouvais intéressant. Donc, si quelqu'un se dit, lui, il va s'en garder trop pour lui, eh ben, ça va pas. Et évidemment, la première personne, si il a le choix, il va pas vouloir en donner une immense partie non plus. Je sais pas si mon explication a été claire, mais en tout cas, dans ma tête... rien compris, mais bon, tant mieux. Tant mieux. Vous avez compris ou pas? Non, sincèrement, c'était clair ou pas? Déjà. Pas du tout. Bon, on lira la blague. Vous pouvez retrouver cette blague sur. Non, mais c'est pas une blague. C'est pas une blague. Corben, okay. On me donne 100 €. Moi, ça me tombe du ciel, 100 €. D'accord. Je peux décider combien je t'en donne. Mais okay. Toi, tu peux décider aussi que l'opération est complètement annulée. Si je t'en donne, je te dis, oh bah merde, j'en donne 10 à Corben, moi je me garde 90. Toi, tu vas dire, mais attends, quel enfoiré. Et bah du coup, l'opération annulée, il ne reçoit rien. Tu vois ce que je veux dire? D'accord. Alors que si je te donne, on va dire, allez, je donne 50-50, c'est normal, ou 50-60, je vais lui filer, pardon, 40-60, je vais lui filer 40 €, tu vas dire, bon, ok, tes 40 €, je les prends. Mais si je t'en donne 10, tu vas dire, non, ça marche pas, 10, c'est trop peu, c'est n'importe quoi. Ouais, j'ai ma fierté, et je coûte beaucoup plus cher. C'est ça. Bref, Adrien, le mot de la fin, je ferme l'histoire que j'ai pas réussi à bien raconter. Non mais comme disait Olivier sur la fin de son intervention il y a 3 minutes, je pense qu'effectivement le problème il est un peu plus global que juste une question de entrepreneuriat ou pas entrepreneuriat. Et enfin c'est vague hein, comme conclusion, mais je pense que vraiment la question à se poser elle est au-delà de simplement est-ce qu'il faut taxer les entrepreneurs à 65% ou pas. Peut-être qu'il faudrait aussi réfléchir de où vient la crise, de toutes ces choses-là qui font qu'aujourd'hui l'État est tellement en déficit qu'il faut faire des coupes budgétaires partout et trouver de l'argent un petit peu n'importe où. Bref, voilà. Mais après, juste, je viens de découvrir
comme tu disais que les pigeons avaient pris des porte-paroles. Et je suis pas sûr que les porte-paroles qui ont été choisis soient ceux qui correspondent le plus à la discussion qu'on avait tout à l'heure, c'est-à-dire les petits entrepreneurs qui galèrent pour boucler leur fin de mois, etc. Vu que je pense quand même que le patron de Price Minister et le mec qui a créé un des principaux fonds d'investissement pour l'internet en France, ça a des trucs très représentatifs, on va dire, à ce niveau. Ouais, mais c'est les mecs qui ont leurs entrées au gouvernement et qui du coup prêchent aussi pour leur paroisse en s'appuyant sur tous les autres, quoi. Mais bon, il faut bien des volontaires, hein, malheureusement. Gens bien l'entreprise, c'est des gens qui investissent beaucoup dans les entreprises, c'est des gens qui ont des milliers d'emplois, donc c'est des gens qui, en tout cas, vont pas, parce qu'ils connaissent bien le monde de l'entreprise. Alors, bien évidemment, on t'entend pas très bien, Olivier. Olivier, ça coupe un petit peu. Peut-être que le micro est pas assez près de la bouche ou. Ouais. Alors, je disais, ce sont des hommes qui connaissent bien l'entreprise. Le fait qu'elle soit petite ou grosse, peu importe. Le Price Minister, c'est pas vieux non plus. Ça a commencé, c'est 4 copains au démarrage. Aujourd'hui, mais ils ont passé les mêmes. Allez lire Olivier Mathieu, qui est parole et qui samedi soir une tribune dans le journal du Net où il raconte la nuit où ils sont passés à 2 doigts de la faillite de Price Minister parce qu'ils ont besoin de trouver des fonds, et où il fait le parallèle avec aujourd'hui en disant ce jour-là on en a trouvé par miracle, et ça serait cette année avec la loi de finances, on trouverait personne pour nous financer, et les centaines et les centaines de fois qu'on a allez lire cette tribune, elle est sur le journal du Net. Elle s'appelle « Est-ce que les anges ont des ailes de pigeons voyageurs ?» Je vous invite à la lire et vous regardez si Olivier Mathieu est digne ou pas de présenter des entrepreneurs. Donc, est-ce que les anges ont des ailes de pigeons voyageurs ? Bon, on va passer à un autre sujet qui, je pense, rassemblera un petit peu tout le monde. C'est une loi qui vient d'être mise en place concrètement en Finlande sur le crowdsourcing. Alors attention, le crowdsourcing, on connaît, hein, c'est le fait de générer du contenu ou des idées par la foule plutôt que par... C'est pas trouver de l'eau grâce à des corbeaux ? Non, pas exactement. Donc c'est le fait de générer des idées ou du contenu par la foule. Et donc en Finlande, ils font du crowdsourcing de lois. C'est-à-dire que les lois vont pouvoir être écrites par le peuple. C'est la démocratie ultime, non ? Bon, alors c'est pas aussi simple que ça, mais c'est une idée qui m'a paru intéressante et vraiment une idée, puisqu'on parlait un petit peu de politique en même temps que de technologie. Là, c'est aussi lié à ces sujets. Donc, c'est l'idée que le peuple peut faire des pétitions pour soumettre des lois au Parlement. Alors évidemment, c'est pas une fois qu'on a eu assez de signatures que la loi est directement votée, hein. Ça oblige simplement le Parlement à examiner la loi. Et évidemment, c'est pas au bout de 3 signatures que le Parlement va se lever le matin pour examiner la loi. Il faut en Finlande 50 000 signatures, ce qui représente 1% de la population. Je crois qu'il y a en Suisse un procédé similaire pour certaines choses. Je ne suis pas tout à fait sûr, mais je crois. Mais dans tous les cas, en Finlande, cette possibilité a été mise en place, et surtout, c'est aujourd'hui possible à faire par le biais d'un site, donc de manière électronique. Donc, il sera évidemment beaucoup plus facile de réunir un nombre suffisant de signatures. Pour ceux qui s'insurgent contre la sécurité de ce type de système, d'une part, c'est pas pour le vote, c'est uniquement pour les signatures pour les lois, et ensuite c'est sécurisé par des moyens que je ne vais pas détailler, mais sécurisé notamment avec la participation des banques qui ont les identités de toutes les personnes qui ont un compte en banque, et c'est relativement bien sécurisé là-bas. Et en plus, les banques et les organismes similaires fournissent leurs API gratuitement par devoir citoyen. Donc c'est vraiment le monde merveilleux où le capital et les capitalistes fournissent un service au gouvernement
pour permettre au peuple d'avoir plus de démocratie. Donc, ils font ça aussi en Islande, je crois. J'avais déjà écrit un billet là-dessus. Ils sont le même délire, ouais. Oui, les pays nordiques, généralement, sont assez à l'avant de ce genre d'initiative. Mais là où c'est vraiment intéressant, c'est que oui, on va se dire, bon, qu'est-ce que le peuple va écrire sur telle et telle loi, qu'est-ce qu'ils vont faire qu'est-ce qu'ils vont faire comme loi intéressante. L'une des choses à laquelle on a tout de suite pensé, c'est par exemple la question du droit d'auteur ou la question d'un revisitation du copyright. C'est quelque chose qui a quand même qui fait écho dans la population et qui pourrait facilement, facilement, je sais pas, mais qui pourrait de manière, il est concevable qu'elle atteigne 50 000 personnes dans un pays comme la Finlande, et ça obligerait non pas le Parlement à accepter la loi, mais à la considérer, et ça amènerait énormément de visibilité à ce sujet. Alors, je parle de sujet parce que c'en est un qui m'intéresse, mais on peut et vraiment imaginer toutes sortes de sujets. Dès qu'il y a un intérêt suffisant dans le pays, ça oblige le gouvernement à regarder la problématique qui est posée. Pour moi, j'y vois pas vraiment de côté négatif. Je suis sûr qu'il y en aura et qu'il y aura une loi pour faire en sorte que tout le monde doit choisir s'il est un Jedi ou un Sith à 18 ans. Mais bon, je vois pas vraiment c'est l'un de ces événements qui, pour moi, n'a que des côtés positifs au niveau social et politique. Je vois les choses de manière un peu trop rose, ou qu'est-ce que vous en pensez? Non, mais j'étais en train d'imaginer si on avait eu ça au moment d'Adopi en France, etc. Mais en fait, je me dis que voilà, il y avait tellement de lobby et d'intérêt en jeu que même avec tout le bruit qui a été fait à ce moment-là pour Adopi, je suis pas sûr que ça a été ça aurait été mis sur des forums ou des choses participatives. Je suis pas sûr que ça aurait eu le même effet que les gens qui ont fait des manifs, qui ont protesté, qui ont fait des pétitions, qui ont fait tout ça, quoi. Surtout de toute façon, ça change rien au fait que la loi soit votée ou pas. C'est-à-dire que oui, voilà. Là, si j'ai bien compris, le crowdsourcing en Finlande, ça permet de proposer, non pas une loi, mais de proposer qu'un sujet soit traité par le gouvernement, alors peut-être avec certaines bases un peu plus précises, mais ça permet pas d'influer sur le vote en particulier de ce qui est fait par le Parlement. Ouais. Bien sûr que non, mais disons que si 1% de la population, en France ça représenterait 700 000 personnes, si 1% de la population exprime son intérêt pour une loi, ça fait quand même... Ça veut dire quelque chose. C'est un signal fort, à mon sens, envoyé à un gouvernement. Il me paraît difficile pour un gouvernement d'ignorer un signal aussi fort, alors que, effectivement, bon, Adopi, c'est un petit peu particulier parce que on est, nous, une bande d'excités de la technologie qui portons une attention très, très intense à ces sujets-là. Mais donc effectivement, on n'aurait peut-être pas réuni 700 000 signatures. Mais quand on voit qu'il y a des manifestations qui mettent dans la rue des millions de personnes sur des sujets précis, si une loi est bien conçue et recueille un certain nombre de signatures, il me paraît clair que le gouvernement ne peut pas l'ignorer. Même plus, il me paraît simple pour un député ou pour une personnalité politique qui veut se gagner la faveur de la population de se faire le champion de cette loi ou de cette idée. Donc c'est une manière de la mettre en avant. Olivier, toi, tu es aussi pessimiste que nos deux broyeurs de noir là, qui disent que ça ne changerait rien de toute façon? Oui, je pense que ça rajouterait au bordel ambiant, entre guillemets, que derrière les mêmes groupes de pression, les mêmes lobbies, les mêmes pouvoirs que ceux qu'on a aujourd'hui, différemment. Ils apprendraient à travailler autrement, entre guillemets, mais on se retrouverait à être obligé de remettre des filtres sur toutes ces idées qui remonteraient pour arriver à les sélectionner. Donc on a aujourd'hui un système démocratique, il est pas parfait, mais je pense que pour l'instant il faut travailler avec lui. Les idées, les débats, à un moment ou à un autre, ils arrivent sur la place publique. Alors oui, ils sont souvent là que de manière épisodique au moment des élections, mais c'est peut-être aussi qu'ils sont pas vitaux, quoi.
C'est marrant. J'étais convaincu de faire un carton avec ce truc. Je me disais, c'est presque la lobbyisation du peuple, quoi. Justement, parce qu'il y a que des gros lobbies. Et quand je parle de lobby, je parle du monde de l'entreprise et du monde syndical, qui finalement est une forme de lobby aussi. Mais là, c'est le lobby universel, quoi. Mais mais c'est vrai. Mais moi je trouve que c'est une bonne idée. Nous, on n'a pas ça, mais après, voilà, il y a des mouvements, enfin pas de foule, mais voilà, des espèces de buzz qui se montent pour protester contre ci, contre ça, ou dire que ça serait bien de faire une loi pour ci, pour ça. Et c'est des lobbies aussi, hein. Enfin, tu vois, c'est pas. Oui, mais là, c'est une formalisation du truc. Et n'oublions pas que ça va pas être toutes les idées qui vont non plus atteindre. Enfin, 1% de la population, c'est énorme. Pour que 700 000 personnes signent un truc en France, faut quand même que l'idée fasse un minimum de consensus. Donc, faudrait déjà qu'ils aient tous le net. Il y a une initiative intéressante dans ce genre-là, c'est en Allemagne où ils ont mis toute la législation sur Git, sur GitHub, avec contrôle de source, etc. Et je trouve que c'est quelque chose qui était vraiment sympa. Ça permet en tout cas de voir ce qui est fait de façon concrète, parce qu'aujourd'hui, quand on voit les lois qui sont votées, en général, la loi, elle fait une page, il y a marqué article 2, on remplace tel mot par tel mot, et etc., etc. C'est pas très facile de suivre ça. Avec un système de contrôle de source, ça peut déjà, je pense, démocratiser pas mal le suivi de ces trucs-là. Bon, après, c'est pas encore le pays des soviets, j'allais dire, mais Bon, bah écoutez, après mon mini four, même si Corben me dit qu'il aime bien quand même. Moi aussi, je trouve ça cool. Bon, merci, vous êtes gentil. On va faire une petite pause sponsor et puis on va passer rapidement à la partie news et rumeurs. Où on va parler du reste de l'actualité tech. La partie sponsor pour vous parler de notre sponsor Pritel. Pritel qui est un MVNO sur le réseau de SFR, c'est-à-dire qu'ils utilisent le réseau de SFR pour vous proposer leur propre services et leurs propres forfaits qui sont plutôt innovants, puisque Pritel fait du forfait ajustable. C'est leur cœur de métier. Leur forfait actuel s'appelle le modulo, c'est-à-dire que vous ne payez que ce que vous consommez. Si un mois, vous avez une forte consommation, et ben vous payez plus, ou en tout cas vous payez ce que vous avez consommé avec des tarifs quand même raisonnables, parce que Pritel est quand même dans des forfaits à tarifs raisonnables. Mais si un mois, vous n'utilisez pas votre téléphone, ou vous l'utilisez moins, vous avez moins de travail, ou vous êtes en vacances, ou Dieu sait ce qui arrive, et vous l'utilisez moins, et ben là, vous payez moins, et vous payez voire beaucoup moins. Et surtout, on n'est pas dans le système de forfait où vous basculez d'un forfait à l'autre, comme chez certains autres opérateurs. Là, vous avez vraiment le compteur qui monte et qui descend, et vous payez ce que vous avez consommé. À côté de ça, Pritel est en train de réfléchir à un autre type de forfait qui s'adresse plus particulièrement à nous et à vous, vous qui êtes auditeurs du Rendez-vous Tech, c'est-à-dire les hyper connectés, les gens qui sont des gros consommateurs de data. Et ils travaillent sur un forfait différent de leur modulo actuel, qui serait un forfait modulo data, où vous ne paierez que la data que vous consommez. Ça va bien au-delà des 1 giga de data qui sont dans leur forfait actuel, et si vous consommez moins, évidemment, vous payez moins. Là encore, c'est la même idée, on paye ce qu'on consomme. Mais pour les aider à comprendre exactement comment vous utilisez votre téléphone mobile ou votre tablette en data, ils ont mis en place sur Internet un questionnaire super rapide, hein, ça se remplit je sais pas, en 2-3 minutes montre en main, qui est accessible depuis le site nowatch.net. Donc vous allez sur nowatch.net, vous cliquez sur l'encart publicitaire à droite, sur la barre de droite du site, et vous accédez à ce questionnaire, ça vous prendra 2-3 minutes. Et en plus, vous pouvez gagner un Galaxy S3. Il y a un Galaxy S3 à gagner pour tous ceux qui auront... un à gagner, tiré au sort parmi ceux qui auront répondu dans le questionnaire. Le gagnant sera désigné le 15 octobre, donc il ne vous reste pas énormément de temps. Donc dépêchez-vous d'y aller. Encore une fois, c'est sur nowatch.net. Vous cliquez sur la bannière et vous remplissez le questionnaire. Et en plus de ça, vous avez le bonheur de savoir que vous aidez Pritel à construire son forfait modulo data, et vous nous aidez à continuer ce qu'on fait, puisque vous indiquez à Pritel que c'est par nous que vous avez entendu parler d'eux. Donc, on vous encourage à le faire, évidemment.
On continue donc, on remercie Pritel, et on continue avec la section des news et rumeurs, la section où on parle des news un petit peu plus rapidement, des news tech classiques un petit peu plus rapidement. Vous m'interrompez si vous avez une news qui vous intéresse sur laquelle vous voulez commenter. Et on commence avec l'annonce de Facebook selon laquelle il y a 1 milliard de personnes actives qui utilisent le site. Ça veut dire 1 milliard de personnes qui se sont connectées au moins une fois dans le mois précédent. On voyait arriver ce chiffre hallucinant, mais c'est quand même un événement quand il arrive. 1 milliard de personnes sur Facebook. Réaction, messieurs, ça vous évoque quelque chose ? Moi, quand j'ai dit ça à ma nana, elle m'a dit ouais, mais c'est n'importe quoi, les gens ils ont tous 3-4 comptes, ça veut rien dire, blabla. Non, moi je dis c'est bien, c'est cool. Enfin, c'est cool pour Facebook. Après, voilà, 1 milliard. Oui, enfin, ça file le vertige, c'est-à-dire qu'il y a 1/7 de la population mondiale qui est sur Facebook. Mais oui, il y a sûrement des trucs en double, il y a sûrement, voilà, c'est sûrement un peu moins, quoi. Adrien ? Adrien est parti se faire un café, ok. Je suis là, j'avais oublié de réactiver mon micro. D'accord. Non, je disais, c'est sans doute un peu moins qu'1 milliard, mais c'est quand même énorme, quoi. Ah oui. Même si c'est moins, même si c'est ne serait-ce que 500 000, c'est quand même 500 millions, pardon. C'est énorme, comme. Olivier, toi, ça t'évoque quelque chose ? La vitesse dont je parlais tout à l'heure, quoi. C'est-à-dire que c'est une boîte qui est loin d'avoir 10 ans, qui aujourd'hui, même si c'est pas 1 milliard, que c'est un petit peu toujours en discuter, c'est pas réellement le problème. Elle a grossi et à une vitesse énorme, qui est juste le symbole que l'économie tout entière a changé et que si on n'en prend pas conscience, c'est à côté. Ouais, moi je suis d'accord avec plutôt avec cette vision. Je dirais aussi qu'on dit souvent Facebook, oui, c'est machin, les petits jeux qui te spamment sur ton flux et il y a des problèmes de vie privée et de sécurité des données. Et même si tout ça est vrai, il y a tes messages privés que tu retrouves sur ta timeline. Par exemple, même si c'était pas exactement le cas, mais bon. Moi, ce que ça m'évoque surtout, c'est à quel point les relations entre les gens ont changé et d'autres personnes un petit peu cyniques nous diront « Ah, mais oui, voilà, on ne se parle plus que par électronique interposée, machin. » Moi, je dis non seulement ça s'ajoute à nos communications dans la vraie vie, c'est quelque chose qui vient en plus et pas forcément en remplacement. Mais en plus de ça, ça ajoute la possibilité de communiquer avec des gens avec lesquels on n'aurait jamais communiqué avant, que ce soit des amis qui habitent loin ou de la famille qui habite loin ou des gens qu'on n'aurait pas connus. Et c'est quelque chose qui est devenu presque évident aujourd'hui, qu'on a intégré à notre vie tous les jours, mais il faut s'imaginer qu'il y a effectivement pas si longtemps que ça, comme le disait Olivier, ces choses-là n'existaient pas. Bon, Facebook en est un symbole et c'est lui qui a vraiment démocratisé la chose, mais il y en avait d'autres. N'existaient pas. Imaginez le monde sans... je ne veux pas dire sans le net, même au-delà de la question d'Internet, le monde sans les réseaux sociaux et sans Facebook et Twitter, qui sont les deux gros mastodontes dans le domaine. Enfin, c'est plus du tout, pour ceux qui utilisent ces réseaux, on ne vit pas au niveau de la communication dans le même monde. C'est simplement pas le même monde. Et moi, c'est ça que ça me... Bon, ça avant, on envoyait des courriers, quoi, des cartes postales, des lettres et tout. Et moi, c'est pas le genre de truc que j'aime bien faire. Donc, c'est vrai qu'il y avait des gens avec qui je perdais facilement le contact au fil du temps. Et passer des coups de fil non plus, c'est pas trop mon truc. Donc, finalement, Facebook, ça tombe bien. Ça permet de voir, voilà, de prendre des nouvelles, même sans forcément rentrer en contact avec les gens, juste en allant mater leur mur ou ce genre de truc. Et puis, quand on a un petit mot à dire, voilà, ça fait toujours plaisir. Ça prend 2 secondes et c'est plié, quoi. Ça prend moins de temps que d'écrire une longue lettre. C'est ça. Et puis une lettre, tu l'écris quand tu as une occasion, une carte postale, tu l'envoies quand tu es en vacances. Là, t'es en contact en permanence, quoi. Ouais. Bon. Megabox arrive, peut-être. Oui. Il y a une vidéo de promotion marrante de Megabox. Vous vous souvenez, ce service que veut proposer Kim.com, le patron de Mega Upload qui s'est fait incarcérer et qui visiblement serait en train de gagner son procès sur une question judiciaire un petit peu technique. Il serait effectivement... citoyen néo-zélandais et donc la procédure initiée par les États-Unis n'était pas légale, etc. Il y a du bol. Oui, c'est un petit peu un coup de peau. Enfin bon, non, mais c'est pas un coup de peau. Il était citoyen, donc il n'aurait pas dû être. C'est parce que les États-Unis ont fait du boulot d'amateur, quoi. Mais sinon. Un petit peu. En fait, c'est plus que ça. C'est la Nouvelle-Zélande qui a prêté assistance aux États-Unis, qui n'aurait pas dû puisqu'il était citoyen néo-zélandais. Bref, ils ont mis une méga box qui serait un service de partage de musique à
créé une vidéo de présentation du service, annonçant donc que ça devrait arriver bientôt et on a plein d'artistes qui sont avec nous. Enfin, ils le disent pas vraiment, mais ils mettent des photos d'artistes connus qui participeraient au service, etc. Le service a l'air très alléchant. Moi, je suis très prudent sur cette histoire. Il me semble que même par principe, pour faire chier Kim.com, les majors et les artistes ne signeront pas avec lui. Donc, la légalité du service me paraît... Ouais, juste pour donner mon avis là-dessus, je suis pas d'accord. Je pense que les artistes, certains vont signer là-dessus et tous les petits artistes qui n'ont pas de maison de disques, etc., vont sauter dessus. Là, moi, ça m'inquiète un peu plus, c'est que d'après les premières infos qui ont filtré, alors j'ai pas eu les dernières news, hein, mais ce serait un truc aussi qui marche côté client et qui aurait la faculté de remplacer par exemple des publicités AdSense sur des sites voilà comme le mien ou d'autres ou voilà plein de sites, de remplacer ces pubs par des pubs Megabox ou Mega Upload, en gros une espèce de régie comme un malware, quoi, comme un truc qui est installé. C'est effectivement vicieux. Ça veut dire que ce logiciel vous l'installez sur votre PC et le deal, c'est que il se rémunère en vous affichant des pubs quand vous naviguez sur Internet à la place des pubs que vous devriez voir normalement. C'est-à-dire qu'un site comme celui de Corben ne va pas afficher les pubs pour lesquelles Corben serait payé, mais va afficher les pubs de Megabox. Ouais, ça pue. Donc là, en fait, au lieu de niquer les artistes, effectivement, maintenant, ça va être les créateurs de sites, les webmasters, etc., qui se feront niquer, en fait. Bon, pour être poli. C'est un petit donc, peu... bon, il y aura des paras, il y aura plein de trucs, mais ça va être un peu le bazar, je pense. Bon, une autre news qui nous vient de chez Corben, l'authentification unique chez Mozilla. Vous connaissez ces systèmes alors il y en avait un qui s'appelait OpenID. C'est les systèmes qui vous permettent de vous connecter à n'importe quel service en utilisant un seul service d'authentification. Facebook fait ça beaucoup, Twitter le fait aussi. Il y a l'OpenID qui faisait ça de manière libre et ouverte. Et Mozilla, donc les créateurs du navigateur Firefox, ont créé ce système qui s'appelle Persona, qui est lié au navigateur. Donc, votre identité est gérée par votre navigateur. Ça serait compatible avec tous les autres navigateurs aussi, s'ils choisissent de l'implémenter. Et donc, au lieu de devoir retenir des mots de passe différents et des identités différentes sur chaque site, vous auriez votre identité et votre mot de passe unique qu'utiliseraient différents services pour vous identifier. C'est une super bonne idée. Ça existe depuis un moment. Ça existait avec OpenID. Je serais ravi que ça prenne. Je crains que là encore, si ça n'a pas fonctionné avec d'autres, ça ne fonctionnera pas forcément non plus avec ce système-là. Bah là, c'est un peu plus basé sur le navigateur aussi, donc ça risque d'être un peu gênant. Et en plus, enfin, là où c'est pas mal, c'est qu'il n'y a pas besoin de montrer patte blanche comme un OpenID, quoi. Il n'y a pas besoin de se créer un compte voilà, en X étapes. Il n'y a pas besoin de mettre son numéro de téléphone, de valider son compte. Enfin, ça peut rester anonyme, en fait. Il y a un truc qui permet... Enfin, c'est orienté pour justement protéger l'anonymat. C'est-à-dire que n'importe qui peut se créer son truc et... sans avoir à s'authentifier voilà, avec d'autres moyens, quoi. Ouais. On peut partir avec n'importe quelle boîte mail et basta. C'est quoi? C'est un système qui doit être implémenté sur les sites web ou c'est juste un système qui stocke le mot de passe dans ton navigateur? Non, c'est les deux. C'est les deux à la fin. Ouais. Ton mot de passe détient ton identité et si les sites web utilisent ce système, tu n'as plus besoin de te connecter, de te loguer avec un mot de passe identifiant spécifique à site web, ça se fait tout seul. T'es logué chez Persona et après c'est Persona qui balance des tokens, enfin des identifiants générés au site en question, quoi, au site sur lequel tu dois te loguer. Le problème moi que je vois avec tout ça, c'est que à l'heure du mobile, des applications, etc. Un système comme ça qui fonctionne que dans un navigateur, si j'ai bien compris, c'est ça. Je crains que ce ne soit pas très efficace. Non, mais il y a une API. Il y a un pendant mobile. D'accord, ok. Oui, mais par exemple sur iOS qui ne peut pas, sur lesquels les applications ne peuvent pas avoir accès aux données, enfin elles sont toutes sandboxées, indépendantes. Je ne sais pas si ça marcherait sur iOS. Je sais pas. Bon, ou sur Windows Phone peut-être, mais peut-être pas. Bref. En parlant, Olivier, tu nous interromps quand tu as un truc à dire. Je n'ai pas de choses à dire. D'accord.
Windows Phone, justement, il semblerait que Microsoft nous réserve des surprises. Le SDK, le kit de développement pour Windows Phone 8, est en retard. Et il est en retard peut-être parce que Microsoft ne veut pas annoncer avant l'heure et avant qu'elle ne soit prête des fonctionnalités secrètes, cachées et incroyables de leur système. Ils avaient dit il y a quelque temps qu'ils n'avaient pas annoncé toutes les fonctionnalités de Windows Phone. Je vous avoue que là, je ne vois pas très bien ce qu'ils pourraient rajouter parce qu'il y a déjà beaucoup de choses dans le système de Windows Phone 8. Peut-être quelque chose de vraiment intéressant. Genre quoi, un bouton démarrer ? Par exemple, je ne sais pas. Mais bon, c'est quelque chose qui m'intrigue un peu. Il y a beaucoup de spéculations comme quoi peut-être qu'il y aurait des choses nouvelles et intéressantes avec Windows Phone 8. Quand on aura enfin le SDK, on en saura un petit peu plus. Et cette information vous est proposée avec le parrainage de Cédric Bonnet. Non, mais c'est vrai qu'il le dit depuis un moment, Cédric. Il dit attention, le SDK risque de nous réserver des surprises. On verra. Information suivante, Microsoft préparait son propre téléphone Windows Phone 8. Comme ils ont fait leur Surface, leur tablette construite par Microsoft, peut-être qu'ils sont en train de préparer leur propre téléphone. Il y a eu beaucoup de rumeurs, d'arguments pour, contre, c'est de la concurrence avec leurs partenaires qui construisent ça, ils n'ont pas besoin d'aller sur ce marché à ce moment-là parce que leurs partenaires font déjà du bon boulot, etc., etc. Beaucoup de gens disent oui, ils auront effectivement un prototype, est-ce qu'ils vont le sortir ? Rien n'est moins sûr. Est-ce qu'ils sortiraient a priori pas avant 2013 et pas tout de suite en 2013 ? Bon, moi je pense que ça serait une bonne chose. C'est sortir un téléphone qui serait la pure identité Microsoft Windows Phone 8 et un flagship, ce qu'on peut vraiment appeler un téléphone qui soit le téléphone Windows qu'on puisse mettre en avant et qui soit vraiment sexy, parce que même si le Lumia est pas mal, je trouve pas qu'il ait cette sorte de petite... il est pas sur le marché des téléphones comme la tablette Surface et sur le marché ou sera sur le marché des tablettes, c'est-à-dire un truc vraiment qui te fait te retourner, qui fait dire ah ouais, ça c'est un truc sympa, intéressant, c'est sexy, ça a un look qui m'intéresse, qui est différent. Mais ça serait un vrai hardware composé par Microsoft, ça serait un truc comme Google fait avec ses Android, avec un Google Phone HTC ou... On ne sait pas exactement, mais a priori, vu le chemin qu'ils ont choisi avec la Surface, la tablette, a priori, ça serait un vrai téléphone conçu par Microsoft. Donc c'est un peu le chaînon manquant entre l'iPhone et le téléphone Android Google, quoi. Un petit peu, oui. Bon, on verra si ça arrive. Moi, je serais très enthousiaste si ça se produit. Je ne vais pas parler des cartes Apple et Google, c'est un sujet que j'avais mis là au moment où le sujet était encore un petit peu frais. C'est plus le cas, donc on va passer. En plus, on en parle dans Upload, donc voilà. Zuckerberg est en Russie et Yandex sort son navigateur et son Web Store. Yandex, c'est un petit peu le Facebook russe. Facebook, en Russie, c'est encore le seul endroit où Facebook n'a pas réussi à s'implanter. C'est pas la news la plus essentielle. Par contre, en parlant de Facebook, ils ont lancé les vrais cadeaux et c'est un événement tellement énorme que ça a même fait remonter l'action. C'est un truc qui n'était pas arrivé depuis quelque temps. C'est-à-dire l'idée qu'on puisse envoyer à un ami dont c'est l'anniversaire ou quelque chose un vrai cadeau, un cadeau physique par l'intermédiaire de Facebook. C'est vraiment une bonne idée. Plutôt que d'envoyer des fleurs virtuelles ou un petit like, on peut se dire je vais lui envoyer un cadeau par Facebook. Alors évidemment, vous n'allez pas le faire à vos 500 camarades sur Facebook, à vos 500 amis entre guillemets sur Facebook, mais pour des personnes proches, ça peut être pas mal. Et t'as le choix, c'est quoi comme cadeau ? Genre tu peux envoyer n'importe quoi ou c'est limité ? J'imagine qu'il y a une sélection de cadeaux de partenaires qui travaillent avec Facebook et c'est comme ça qu'ils récupèrent leur argent sur le sujet. Mais il y a peut-être des trucs. Comme en plus, ils te connaissent sur Facebook, ils vont savoir ce que t'aimes. Et au lieu que ta mère t'achète un 12e pull orange de chez Célio, elle verra, au fait, Corben, il aime bien les trucs tech, donc il y a cette figurine de, je sais pas. Ça va tuer un peu tous les sites de recommandations sociales. Peut-être, oui. Qu'on voit fleurir partout là en ce moment. Peut-être. Mais c'est pour Facebook, c'est une bonne nouvelle. Ouais. Ça vous plairait pas, vous,
je sais pas, Adrien, Olivier, vous avez plus simplement que pour trouver un cadeau, enfin je sais pas, pour trouver un cadeau, c'est toujours la croix et la bannière. Là, Facebook sait ce qu'aime la personne en question. Vous cliquez, hop, c'est envoyé. Il a son adresse en plus, donc ça l'envoie direct. Vous avez juste à sortir la carte bleue. C'est pratique. Il y a un partenariat avec pêcheur.com ou... Par exemple, hein, Olivier. Non. En plus, là, j'ai un pote qui a lancé un moteur de recommandation sociale dans la semaine. Donc... c'est quoi le nom du moteur de recommandation sociale? Deezer. Comment? Find Deezer. Excuse-moi, on t'entend pas bien. Find Deezer. F-I-N-D-I-Z-E-R. F-I-N-D-I-Z-E-R. Find Deezer, ok. Bon, bah écoute, je vais aller y jeter un coup d'œil. Moi, si tu veux, les gens que je connais pas trop, j'ai pas trop l'occasion de leur offrir des cadeaux. Après, il y a des gens que tu connais sur Facebook aussi. Genre moi. Oui, non, mais... C'était mon anniversaire il y a 3 semaines. Ah oui, bah écoute, j'ai loupé ça déjà, donc bon anniversaire, toutes mes excuses. Et en plus, je me serais mis pour le cadeau commun, tu vois. Mais il n'y avait pas de cadeau commun. Justement, ils pourraient faire ça, genre tous les amis se réunissent, chacun 3 €, et on envoie un cadeau à quelqu'un. On t'achète un poney. Ouais. Ou alors, sur findizer.fr, F-I-N-D-I-Z-E-R. Il est encore en bêta, mais il existe. Vous vous connectez avec Facebook, et ça fait des recommandations. Voilà. C'est ça. Et en plus, c'est français. Je pense que Facebook va avoir un vrai problème pour ça. C'est-à-dire que dès lors qu'il va commencer à réellement devenir marchand, lui, directement, c'est-à-dire à pousser des produits, il va y avoir un vrai problème de relation avec ses membres. C'est-à-dire que sur Facebook, les gens ne sont pas là pour se faire pousser des produits et pour consommer directement sur Facebook. Donc, Facebook va avoir un vrai problème pour arriver à devenir marchand avec ses membres. Voilà. Ah, moi, je pense pas, mais bon, on verra. De toute façon, maintenant, on va avoir le... Ils vont faire le SAV. Dans le même sens, Facebook, ils ont lancé ces dernières semaines là, un système de publicité sur mobile où ils promeuvent directement des applications mobiles. Ça te renvoie directement sur l'App Store, par exemple, sur iOS. Et ça permet de faire des téléchargements comme ça. App Marketplace. Non, pas App Marketplace. Je sais plus. App Catalogue, oui. Samsung a mis ses menaces à exécution et a attaqué Apple pour l'iPhone 5 pour les brevets sur la 4G. Donc c'était prévu, ils l'avaient dit, eh bien ils l'ont fait. On verra ce que ça donne. Et en tout cas, il semblerait que l'adage selon lequel il n'y a pas de mauvaise publicité, que ça n'existe pas, se vérifie chez Samsung, puisque les ventes du Galaxy S3 ont été boostées au moment du procès, aux différents moments du procès, au moment du verdict en tout cas, et à la sortie de l'iPhone 5. Donc à chaque fois, les ventes du S3 ont été boostées. Donc comme quoi, Samsung... Oui, normal, on avait peur que le téléphone soit interdit, donc il fallait vite l'acheter avant que ce soit interdit partout. et l'iPhone 5, bah, tout le monde... Enfin, tout le monde, non pas tout le monde, mais il y a eu beaucoup de déçus, quoi. De gens qui attendaient en fait de savoir s'il y allait avoir vraiment un truc qui allait les faire vibrer dans l'iPhone 5 et qui finalement sont rabattus sur le Samsung. Oui, c'est sûr. Bah, disons qu'on ne s'inquiète pas pour l'iPhone 5 qui bat des records de vente de toute façon. Mais les gens attendaient. C'est sûr que, oui, il y a beaucoup de gens qui se sont dit, alors, on va voir si Apple nous sort un truc incroyable. Et en voyant l'iPhone 5, effectivement, qui n'était pas du tout une révolution que certains pouvaient attendre, ils se sont dit, bon, bah, effectivement, moi, je préfère le Galaxy S3, donc banco, puisqu'Apple n'a pas réussi à me surprendre. Ouais. C'est très possible. Mais un truc qui est un peu plus surprenant, c'est effectivement les ventes boostées par l'histoire du procès. Il y a beaucoup de gens qui disaient, oui, ben, puisque Apple se tue à dire que le S3 a copié l'iPhone, enfin que le Galaxy a copié l'iPhone, donc c'est un petit peu la même chose, bah, je vais payer un S3, voilà, c'est plus simple. Ça prouve que pour une fois, Samsung a fait un bon téléphone, ça. Ah bah ça, tout le monde est d'accord sur le fait que le S3 est un bon téléphone. Ouais. Bon, bah écoutez, on arrive à la fin de la section news et donc à la fin de cette émission. Avant de refermer la page, je voudrais juste dire qu'il semblerait que Feedburner soit en passe d'être mis à la retraite par Google. Feedburner, c'est un service de redirection de flux RSS, les techniciens comprendront, et c'est un service que beaucoup de podcasteurs utilisent pour rediriger les flux sur iTunes et sur d'autres. Donc, si vous vous êtes abonné à un podcast, il y a de fortes chances que ça soit passé par Feedburner.
Et si jamais ce service est mis à la retraite, il y aura sans doute une petite opération à faire pour s'abonner ou se réabonner au podcast que vous ne pourrez plus suivre facilement. Si vous êtes abonné par iTunes, l'opération... Et si vous suivez sur le magasin, l'iTunes Store, ça sera un petit peu plus transparent. Vous pourrez aller vous réabonner sur l'iTunes Store, ça sera plus facile. Mais il risque d'y avoir une petite opération à faire à ce moment-là. Si jamais ça se confirme, je voulais juste vous prévenir, chers auditeurs, un petit peu en avance. C'est pas encore confirmé. On verra quand ça se produira. Et on indiquera les blogs, clairement. Pardon ? Ça va être pareil pour les blogs et ouais, je sais pas, ça m'étonne un peu beaucoup de Feedburner. Je pense que, de Google même, je pense qu'ils vont peut-être arrêter tout le panel de services autour, la pub et plein de trucs, mais ils vont peut-être juste laisser la redirection, le truc de base, quoi. Peut-être. Ce qui est étrange avec Feedburner, c'est qu'ils avaient travaillé une nouvelle interface qui avait été en bêta pendant un bon moment et qui a disparu de la circulation complètement du jour au lendemain. Ou alors je suis le seul à pu l'avoir, mais... Non, mais c'est l'arrivée de Larry Page qui fait le ménage chez Google, qui a supprimé énormément de services de chez Google pour qu'ils puissent se concentrer sur ce qu'ils font bien. Et peut-être que Feedburner fera partie. Parce que c'est vrai que c'est pas un service qui leur rapporte énormément, donc... Bon. Ouais, mais bon, c'est utile à beaucoup de monde. C'est utile à énormément de gens, hein, ça c'est certain. Moi, j'ai pas parlé des blogueurs parce que les blogueurs, je m'en fous. Moi, je fais du podcast, mais c'est vrai que beaucoup de blogueurs l'utilisent aussi. Bref, on en reparlera si ça se confirme. Et donc, c'est la fin de l'émission. Je voudrais remercier très, très, très chaleureusement, d'une part, la chatroom, qui a été présente et active comme toujours. Évidemment, je voudrais remercier Cédric, qui a œuvré dans l'ombre et qui nous a fait une magnifique version vidéo avec des illustrations, des sites et des images et plein d'images de pigeons qui étaient sublimes. Vous pouvez revoir cet épisode en replay sur le site. Pour le moment, on expérimente avec les lives. On passe pas encore les lives et la version vidéo de certaines émissions audio en podcast, mais ça risque d'arriver un jour. Et puis, évidemment, remercier nos invités. Je vais vous donner quelques instants pour nous dire où on peut vous retrouver sur le net et puis ce que vous y faites si nos auditeurs veulent aller vous y retrouver. On commence par Olivier. Où on peut te retrouver sur Internet? Je vous entends plus, là. Je suis en train de vous perdre. Vous m'entendez ou pas? Ouais, on t'entend. Nous, on t'entend, mais... Je vous entends mal. Moi, on peut me retrouver sur Twitter, notamment Aubernasson. Voilà. Donc, Aubernasson. Obernason et évidemment sur pêcheur.com. Tout à fait. Corben, pour les gens qui ne te connaissent pas, t'es où? Twitter, Corben avec un K, et le blog corben.info, et puis dans Upload, avec toi, Patrick, et dans le podcast Remix Jobs aussi sur No Watch. Les deux sur No Watch, tout à fait. Adrien, où officies-tu? Moi sur Twitter je suis Adumi, ADHUMI, et puis Polygeek, polygeek.fr, où on essaye de reprendre nos émissions après une pause là depuis le mois de juin. On va sans doute reprendre fin octobre, début novembre. Voilà. C'est la polygamie chez les geeks, c'est ça? C'est ça, sauf que c'est avec un I. C'est cool. P-O-L-I-G-E-E-K. Donc, exactement. C'est, comme vous l'aurez compris, c'est une émission politique où ils discutent de la politique avec un angle tech, comme on le disait. C'est ça. Et on voudrait aussi donc vous rappeler que si vous voulez nous filer un coup de main direct à nowatch.net, vous pouvez aller sur nowatch.net et aller sur la boutique, c'est nowatch.net/fanshop. Il y a aussi un lien directement sur la page principale. Vous pouvez acheter un petit goodies sympathique, un t-shirt, un écusson, un truc comme ça. C'est de l'argent qui nous revient directement, donc ça nous aide à continuer et c'est très apprécié quand vous le faites. Pour ma part, je suis donc Patrick Béja et je suis sur d'autres émissions comme Upload et c'est quoi le nom déjà sur Twitter? C'est Note Patrick. C'est ça, Note Patrick ou Patrick Béja sur Google+. Je vous remercie tous d'avoir suivi. Oui, faut remercier Cédric Bonnet quand même, qui a, même malgré ses gros doigts, quand même bien assuré, quoi. Oui, je l'ai dit il y a 2 minutes. Oh merde, je dormais. Ouais, ça m'étonne pas. C'est l'apnée du sommeil, c'est je tombe sur mon. Ouais, je comprends. On remercie Cédric. Merci Cédric. Et donc, on vous retrouvera dans 2 semaines pour une nouvelle émission. Merci à tous et à la prochaine. Ciao, ciao.